très brièvement, du coup, pour ceux qui sont à distance, Élise Dupitié, je suis ergothérapeute conseil à l'AFM Téléthon, au siège à Évry. Avec le docteur Pellegrini, on a une activité clinique puisqu'on a mis en place une clinique du positionnement et de la mobilité. On va en parler un petit peu plus tard de ce qu'est exactement une clinique du positionnement et de la mobilité. Donc, docteur Pellegrini, qui est médecin de rééducation, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas pu se libérer, et Emmanuel Moussard, qui est technicien fauteuil. Donc, on est tous les trois sur cette activité clinique. Et en parallèle, on travaille sur le développement d'un réseau de cliniques du positionnement et de la mobilité en France. Voilà pour les présentations. Du coup, tout va bien? Ok. Du coup, il y a beaucoup de personnes? Un petit peu. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Alors, ce que je vous propose, vu que c'est un atelier, et l'idée, c'est d'avoir des échanges en fait entre nous, que ça soit dynamique et que je ne sois pas la seule à parler. Je vous propose en fait, le titre de cette présentation était le positionnement en fauteuil, un élément clé. Alors effectivement, c'est un élément clé pour la qualité de vie et aussi pour la santé. Ce que je vous propose en fait, c'est vous avez 5 images qui représentent 5 petites clés en gros et qui vont nous permettre d'ouvrir des espaces d'échange sur une thématique bien précise. J'ai délibérément fait le choix que les images ne soient pas extrêmement explicites, même si elles peuvent vous donner des indices. Mais alors en gros, vous avez un inspecteur, une espèce de créature de jeu vidéo qui tourne très vite sur place, une poupée vaudou, des mains qui se lèvent et qui sont toutes ensemble, et un caméléon qui joue l'équilibriste sur deux petites branches. Est-ce qu'il y a une image qui vous évoque quelque chose, que vous aimeriez ouvrir, qui vous interpelle? Le vaudou. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur la poupée vaudou? Alors, peut-être il faut être en mode diapo. En bas, là, le... Ah oui, tu vois, t'as pas la même chose que nous. Alors, c'est la douleur. La douleur au fauteuil. Est-ce que c'est une problématique? Alors, ici, il y a des parents, il y a des personnes concernées, il y a des professionnels, hein, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un motif de qui vous a déjà amené en fait à avoir une consultation positionnement, la douleur au fauteuil? Est-ce que c'est une problématique que vous avez déjà rencontrée? Non? Oui, Madame Miclet. On se connaît bien avec Madame Miclet et avec Julien. Donc la douleur, c'est un motif en fait majeur de consultation en clinique du positionnement ou auprès d'un médecin MPR ou d'un ergothérapeute. Il y a différentes causes de douleur. On va y revenir après. Et ce que je voulais vous dire aussi dans cet atelier, c'est que c'est un motif qui est largement sous-estimé. On avait fait une petite étude observationnelle avec le docteur Pellegrini en 2016. Et en fait, sur 130 personnes qui ont une maladie neuromusculaire, mais maladie neuromusculaire confondue, on avait 50 personnes qui sont venues nous voir pour un motif premier de douleur. Douleur au niveau des fesses, essentiellement. En général, quand on passe toute la journée en position assise et qu'on ne bouge pas trop dans son fauteuil, en fin de journée, c'est une douleur qui est assez fréquente au niveau des ischions, quand on est assis bien droit dans son fauteuil. Quand on est un peu avachi dans son fauteuil, ça va être plutôt au niveau du sacrum. Bon, la personne ne vient pas nous voir en nous disant « j'ai mal au sacrum, j'ai mal aux ischions ». Il faut interroger, voilà, en général, c'est « j'ai mal aux fesses ». On essaye de comprendre la localisation ensemble, on palpe, on passe les mains sous les fesses, on vérifie que c'est bien ici, on demande à quel moment de la journée la douleur elle apparaît, quelle est la fréquence de la douleur, depuis combien de temps la douleur est là, etc. Et donc, on a aussi des personnes, quand je vous dis que c'est largement sous-estimé, donc 50 personnes sont venues pour un motif de douleur, et en fait, quand on interroge la personne, parce que c'est systématique dans notre bilan, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait 109 personnes qui étaient douloureuses dans leur fauteuil, sur 130.
Donc au final, on a quasiment doublé en fait le motif de douleur en termes de consultation. C'est ce qu'on retrouve. Alors je vous ai pas mis parce que je voulais pas vous surcharger les diapos avec ça, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans. Il existe quelques études, pas beaucoup, mais on a les mêmes chiffres en fait. La douleur est très fréquente au fauteuil parmi les personnes qui ont une maladie neuromusculaire en tous les cas. Mais de toute façon, ça concerne en fait toute personne à mobilité réduite à partir du moment où on bouge pas trop dans son fauteuil. Ou alors ça peut arriver aussi quand on a des asymétries d'appui, quand on est en obliquité de bassin, donc on est plus assis sur une fesse que sur l'autre. Au bout d'un moment, on va avoir mal en fait au niveau de la fesse qui est en surappui, ou si on penche plus d'un côté au niveau du tronc aussi, il y a plus de poids d'un côté. Ça peut être aussi, par exemple, quand on a un fauteuil qui n'est pas adapté en termes de réglage, de taille d'assise, avec un dossier qui ne va pas assez haut, par exemple. Donc la personne, elle essaye de trouver une position confortable et elle se met dans une posture qui est pas très préventive au niveau de la douleur. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une fatalité, comme on dit en général avec le docteur Pellegrini. Il ne faut surtout pas laisser passer une douleur, ni une gêne au fauteuil. Peut-être vous connaissez la fable de la grenouille. Ça vous parle? Non, pas du tout. C'est cette espèce d'histoire où... Si, vous connaissez? Pardon. Non. Exactement. Et c'est pour expliquer un principe bien spécifique d'habituation en fait à un événement. L'idée, c'était... Je crois que l'expérience n'a jamais vraiment été faite, sauf... Bon, bref, je ne veux pas savoir. Mais quand on met une grenouille, en fait, si vous plongez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va être tétanisée par la douleur et du coup, elle va s'échapper, c'est un réflexe. Et à contrario, si vous la mettez dans une eau qui est froide et que vous augmentez le feu petit à petit, en fait, elle va se détendre parce que la chaleur est agréable et puis au bout d'un moment, elle va s'endormir et puis elle va mourir parce qu'elle va cuire. Donc en gros, l'idée, c'est de montrer que quand il y a un événement qui s'installe vraiment insidieusement petit à petit, en fait, on s'y habitue et puis on ne le résout pas. Oui. On a 13 participants. Très bien. Ah, très bien. Alors, il y a du déménagement. Ok. Alors, ouais, il y a Kevin. Donc, bonjour Kevin, qui nous dit la douleur aux fesses me fait beaucoup écho. Ouais, effectivement. C'est assez fréquent, la douleur au niveau des fesses. Après, il peut y avoir douleur au niveau des coudes, au niveau du dos, beaucoup aussi, au niveau de la nuque, quand on a une posture notamment rétroversion, syphose, et puis extension de la tête, ou inversement, hyperlordose avec une grande extension de la tête aussi. Enfin voilà. En tous les cas, avec le médecin ou l'ergothérapeute, c'est des choses qu'on peut évaluer pour pouvoir proposer des solutions après au niveau du fauteuil, quand bien évidemment la douleur est due à un problème de positionnement. D'où l'intérêt aussi à ce que le médecin soit là, c'est que parfois, ce n'est pas dû au positionnement. Et là, il faut passer sur d'autres traitements, d'autres pratiques. Pour l'intensité, par exemple, on peut utiliser cette petite échelle qui permet d'objectiver en fait la douleur, puisque la douleur, c'est très subjectif, c'est propre à chacun. Et nous, ça nous permet en fait d'avoir des repères. Par exemple, quand la personne nous dit qu'elle a mal aux fesses à 6 sur 10, typiquement ici, alors la personne voit le triangle rouge et nous, de l'autre côté, on voit la mesure. Et qu'on propose par exemple une bascule d'assise ou un coussin, etc., ça nous permet de réévaluer cette douleur-là avec l'intervention qu'on vient de faire et de comparer. Si la personne elle passe de 6 à 0 sur 10, on se dit, ok, on a trouvé la bonne solution. Si on passe à 5, il y a peut-être des choses encore à réajuster. Si n'importe quoi, mais on est au-delà de 7, là, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires déjà par rapport à ce que... Ok. Si, mais en fait, j'ai décidé de faire des petits extraits. Ah oui, il faut qu'on... Mais je parle beaucoup. Non, là, c'est pas la diapo d'après, ça. Non, la douleur.
On était sur la douleur. Il faut que tu sois en... Non, ça va pas marcher si tu n'es pas en mode présentation. Si, c'est la 6. Voilà. Alors, je vous donne quelques petits repères, en fait, quoi faire en cas de douleur, tout en sachant que ça dépend beaucoup de, des situations très personnelles aussi. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut bouger dans le fauteuil très régulièrement. Donc, il faut utiliser ses fonctions électriques. En général, vous en avez. Donc, inclinaison de dossier électrique, repose-jambes électrique, la bascule d'assise, la verticalisation, etc. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut bouger toutes les 15 à 30 minutes. Je sais que c'est compliqué dans la vie quotidienne. On est occupé, on est, on est soit à l'école, soit à l'UNIF, soit en train de travailler, etc. Donc, pouvoir changer de position, ça veut dire qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, c'est pour ça qu'en général, avec les personnes qu'on voit en clinique du positionnement, on a réussi à négocier toutes les heures à minima pendant 2 minutes. Ça a d'autres avantages aussi, on le verra par la suite si on a le temps. Après, ça peut être vérifié que le maintien de l'assise, il est correct, qu'il n'y a pas de fatigue musculaire par manque de maintien. Vérifier qu'il n'y a pas d'asymétrie d'appui, par exemple une obliquité de bassin, une inclinaison de tronc, etc. Et si la douleur, elle est persistante, aller voir son médecin traitant, le médecin MPR ou l'ergo, pour revoir le positionnement. Et si jamais on a besoin d'investiguer un peu plus la douleur, aller voir un algologue. Surtout pas, alors c'est ça, complètement, en urgence, pas de problème. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Et surtout pas aller voir son revendeur en première intention. Alors, il faut travailler ça, on travaille tous ensemble, il n'y a aucun problème. Mais les revendeurs, en fait, n'ont pas le background clinique qui est derrière pour permettre d'évaluer en fait la cause de la douleur. Donc, il va pouvoir, sur base de votre discours, vous proposer des petits ajustements. Mais après, ça ne va pas être forcément très fin. Parfois, il y a des revendeurs qui s'y connaissent extrêmement bien, qui vont pouvoir, par habitude, trouver la solution. Mais voilà, c'est toujours mieux quand même d'aller voir d'interroger le médecin MPR, l'ergo, avec le revendeur. Voilà ce que je voulais vous dire sur la douleur, très rapidement. Il y a Kevin donc, qui est avec nous et qui nous a parlé de la douleur aussi dans le cadre d'une vidéo. Alors, je n'ai pas sorti... Il est là. Donc, il y a Kevin qui nous a préparé une vidéo qui vit en Bretagne et qui a 32 ans, si je ne me trompe pas, Kevin, et qui nous parle un petit peu de la douleur à 1 minute 44. Oui. Je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans et je suis atteinte d'une myopathie de Boulogne et depuis, je suis trachéotomiste depuis presque un peu plus de 15 ans. En 2005, à l'âge de mes 15 ans, j'ai trachéotomisé. Et je vis actuellement au sein du foyer d'accueil médicalisé de Courtine-de-Vie en Côte d'Armor, à Pordic. Actuellement, maintenant, comme je sais, je vis, voilà, je suis en fauteuil roulant électrique tous les jours et déjà l'installation au fauteuil, c'est déjà toute une comment dire,
c'est une procédure parce que pour moi, ce n'est pas juste une installation qui dure 2 minutes qu'on me pose dans mon fauteuil, mais moi, ça peut mettre du temps parce que si je ne suis pas bien installée dans mon fauteuil, je ressentirai des douleurs et des mauvaises positions toute la journée. Donc, pour moi, c'est très important. C'est un moment hyper important sur le positionnement. J'aime bien être vraiment bien m'installer dès le début pour éviter à devoir rechanger de position. Alors, il m'arrive dans la journée de demander à repositionner quelques fois, mais c'est pas un gros repositionnement. C'est juste de temps en temps de replacer mon bras parce que moi, sur mon fauteuil, je conduis mon fauteuil avec un mini joystick qui est centralisé. Je conduis avec la commande au milieu qui est installée sur ma tablette et c'est surtout des fois de devoir sonner mes coudes parce qu'ils peuvent avoir tendance à s'écarter quand par exemple je suis secouée dans mon fauteuil quand je bouge, mais je ne suis pas trop, comment dire, je n'aime pas trop devoir rechanger de position dans la journée. En fait, la nuit, une fois que je suis installée dans mon lit, même si on passe un bon moment pour bien m'installer, le reste de la nuit, je ne peux plus contrôler comment dire, les positions du lit. Alors que la journée, dans mon fauteuil, j'ai la chance de pouvoir changer de position avec le fauteuil grâce à la multitude de positionnements que je peux changer, que je peux du coup compenser grâce au fauteuil. Mais la nuit, une fois que je suis vraiment bien installée, je ne peux plus contrôler mon lit. Donc, ça se répercute par des douleurs parce que de ne pas pouvoir bouger tout ça, c'est des moments aussi compliqués. Donc, j'ai besoin régulièrement d'appeler la nuit pour changer de position parce que si je ne change pas de position, au bout d'un moment, j'ai mal. J'ai des douleurs déjà quand je ne change pas. Donc, comment dire, même en changeant de position déjà, régulièrement dans la nuit, j'ai des douleurs articulaires. Donc, des fois, ça m'empêche aussi de trouver le sommeil. C'est pas comme moi qui trouve aussi des solutions alternatives, même si je suis bien aidée par les professionnels autour de moi avec l'appui de l'ergothérapeute ou du kiné. Mais il y a beaucoup de moi aussi qui trouvent des solutions. Quand je dis ça, c'est parce que d'une part, moi j'ai essayé pas mal d'appareillage la nuit pour la position de mes jambes et tout ça. Et finalement, chaque solution
proposés par des appareillages, proposés par des appareilleurs ne me conviennent pas, alors que quand j'ai des solutions alternatives que je trouve avec mes parents, comme des coussins classiques qu'on peut trouver partout, mais qu'après j'arrive à trouver la bonne position. Depuis quelques temps, on a réussi à automatiser mon lit. Maintenant, la nuit, j'ai un contrôle d'environnement au niveau de mon lit qui, avec un contacteur, je peux du coup changer la position du dossier et sous les jambes au niveau du lit. Donc ça a été déjà une aide, mais ça fait pas tout quand même. Parce que parfois, alors, moi aussi, j'ai aussi des douleurs aussi de sciatique qui sont régulières depuis quelques années. Au niveau surtout une des jambes, j'ai des problèmes de sciatique qui reviennent régulièrement. Alors, c'est quoi, elles sont compensées quand j'ai vraiment trop mal. Je prends des antalgiques et ça arrive à peu près à faire de l'effet. Puis je travaille beaucoup avec le kiné que j'ai suivi avec ce kiné en ostéo au moins 2 fois par an pour soulager mes problèmes de sciatique. Et sinon, pour en revenir par rapport à la nuit, quand j'ai vraiment mal et que les antalgiques ne font pas non plus effet, ça m'arrive de prendre des somnifères pour m'aider à m'endormir. Ce que je remarque, ce que je voudrais en fait, parce que je sais que l'effet fait énormément pour la recherche sur les maladies. Et c'est normal parce que c'est leur première mission. Mais je voudrais qu'on mette plus en avant et qu'on montre aussi les difficultés à l'âge adulte sur toutes les choses qu'on parle aujourd'hui, que j'ai parlé aussi aujourd'hui. C'est pour ça, quand j'ai vu que c'était qu'il y avait, comment dire, cet axe de proposer au JDF que j'ai voulu témoigner parce que c'est aussi toute son importance. Donc, ça participe à la prévention des escarres. Comme je vous disais, ça permet de réoxygéner les tissus qui sont comprimés, notamment sur les structures osseuses, sur les os qui sont saillants. La prévention des douleurs, ça permet de travailler la stabilité aussi au fauteuil. L'entretien articulaire, par exemple au niveau des hanches et des genoux, avec l'inclinaison du dossier, l'utilisation des repose-jambes électriques. Ça permet d'optimiser la réalisation d'activités de la vie quotidienne, comme uriner, par exemple, pour les soins personnels. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier lors de l'atelier sur les troubles urinaires. Oui, où il disait justement qu'il fait la position assise en fait comprimée au niveau du périnée et que ça aidait pas pour la miction. Exactement. Et donc c'est toujours une histoire de compromis. Après le positionnement, c'est très compliqué. Ah oui.
éviter cette partie qui appuie sur le... En fait, ce que dit Monsieur Cadio, c'est qu'il faut éviter les appuis sur au niveau du sphincter via des coussins à air et des coussins à mémoire de forme, comme le proposait par exemple le professeur de médecine hier. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on peut utiliser en fait la verticalisation aussi pour éviter les hyperappuis à ce niveau-là. La fréquence de bouger, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si le plus possible, en fait, toute personne valide bouge tout le temps. Donc l'idéal, ça serait que quand on est au fauteuil, on puisse faire la même chose. Ce qui est plus problématique, en fait, c'est qu'à force, on ressent moins cette nécessité de bouger. Donc en fait, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il faut bouger régulièrement, donc il faut penser à bouger. Et voilà, quand on est occupé à autre chose, le cerveau, il pense pas forcément, il n'a pas ce réflexe de se dire je vais bouger en même temps. Je pense que le cerveau est asservi à un moment donné. Quand on prend l'habitude de souffrir, eh bien on fait avec. Voilà, tout simplement. Et le fait justement dès le départ, tout petit, apprendre à ne pas souffrir, donner la liberté à l'enfant de bouger, au lit, au fauteuil, eh bien il continue. Il vous emmerde toute la nuit. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, on voit depuis tout à l'heure, c'est Julien aussi, hein, Julien qui bouge, qui se verticalise, qui utilise sa bascule d'assise, etc. Et ben, on va passer à une autre image, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Attendez. Mais ils vous entendent pas du coup. Bonjour, c'est Béatrice de Monlot, parisienne. Je disais juste de l'expérience au travers de mon fils, c'est qu'aussi une manière de bouger, ça peut être de se verticaliser dans la cour de récré pour parler plus à hauteur des autres et des choses comme ça, quoi. Donc c'est pas forcément un exercice contraignant qu'on fait parce qu'il faut le faire, etc. Donc trouver tous les moyens, aussi les lifts, enfin bref, je suis sûre que Nicolas sait tout ça par cœur. Mais voilà. Merci. Effectivement, il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis chez les enfants et qui montrait que les enfants, ils utilisaient beaucoup plus la verticalisation à l'école quand ils sont en fait en activité parce qu'ils font autre chose. C'est pas l'activité de se verticaliser. C'est une position comme une autre pour faire une activité et on en profite du coup, on profite des bienfaits de la verticalisation. Alors Julien a eu la chance d'avoir un petit fauteuil qui s'appelle le Turbo. C'était soit un bac, soit un verticalisateur. On le mettait dans le bac parce que le verticalisateur, c'était devenu intenable, ingérable tellement il souffrait. Il s'est retrouvé en chaîne fusil. Donc il a fallu tout redresser sans passer par les ténotomies. Donc j'ai coupé en deux à ce niveau, enfin au niveau des hanches, le verticalisateur et j'ai mis 2 roues. J'ai coupé un dent. Et ça veut dire qu'il s'articulait comme ça. Et alors l'avantage de ce petit fauteuil, c'est qu'il descendait par terre et qu'il pouvait jouer aux billes. Donc je vous rejoins. Donc obligé de se déplacer debout. Il ne pouvait pas se déplacer autrement que debout. Une fois qu'il descendait au niveau de la table, il avait des roulettes qui étaient par terre, donc il ne pouvait pas tourner. Donc il pouvait se mettre à table. Il pouvait aller à l'école. Donc il avait une insertion totale dans la vie. Et son rapport au public, si on allait dans une foire, combien de fois on mettait la main dans les cheveux de Julien? Ça change le rapport aux autres, le fait de se déplacer comme les autres. Et ça, c'est très important. Alors, on parle des appuis, mais on parle de la relation avec les autres. Le fauteuil, c'est primordial. Et alors, je regrette qu'il n'y ait plus de turbo. C'est dommage que les gamins ne puissent plus jouer aux billes avec les copains. Ils sont assis comme tout le monde. Très bien. On passe à une autre... Oui ? Bonjour à tous, donc toujours Corinne hein, de Toulon. Alors ce que vous dites c'est bien pour les petits, parce qu'ils n'ont pas encore des rétractions musculaires et tendineuses. Quand ils sont plus grands, moi le mien à 20 ans, il a des flexomes au niveau des hanches, des flexomes au niveau des genoux, des bras, et quand c'est pas le fauteuil qui est en panne de la verticalisation. Donc en ce moment, son fauteuil est en panne depuis le mois de février et personne n'arrive à le réparer.
Donc il arrive à se verticaliser un petit peu pour faire pipi, mais c'est tellement contraignant que ben, il le fait plus, hein. Voilà. Et puis après, se verticaliser, ça implique des raideurs, enfin, d'appuyer sur les genoux, même malgré qu'il y ait des cales genoux, mais c'est douloureux, c'est voilà, c'est contraignant, donc ils le font de moins en moins. Enfin, je parle au niveau de mon fils à moi, de mon expérience. Voilà. Et c'est pas faute de pas l'avoir obligé de se verticaliser, mais maintenant qu'il est en institution la semaine, c'est difficilement contrôlable. Donc voilà. Merci. Merci. Alors, effectivement. Oui, et puis une verticalisation ne doit pas être douloureuse. Je vais monopoliser. Oui, alors, il y a une chose. Alors, il y a une chose. Alors, j'ai rencontré Christine Béon. Il y a longtemps. Hein, j'ai Martine Legrand. Un mot. Bon, j'ai rencontré des personnes qui ont su nous montrer. Donc, très, très jeune, Julien a été verticalisé. Après le turbo, on est passé au PE50, il n'y avait rien d'autre, mais le PE50, il ne faisait rien. Donc, je l'ai démonté entièrement. J'ai récupéré les 4 moteurs, les vérins. Et puis, non, mais c'est pas ça. Non, mais, regardez, non, mais c'est simplement pour dire, si on a une continuité, dans la verticalisation, il n'y a plus de contraintes. À partir du moment où on perd justement cette continuité, le problème, c'est ça. Et c'est qu'on n'a pas eu de suivi matériel. Pourquoi je me suis mis à réaliser un fauteuil? Parce qu'il n'y avait rien sur le marché de convenable. Il y en avait 2 et c'était nul. Et après, il y a des conseils qui ont été donnés par Mme Legrand. Julien, tu mettras des Pereinstein. Alors, c'est des attelles qui empêchent donc le varus et l'équin. Si un pied a du varus et de l'équin, et puis voilà, si un pied a du varus et de l'équin, c'est fini, il faut oublier la verticalisation. Eh bien, Julien n'a pas été opéré. Voilà, parce qu'on a lutté. Voilà, on a tout à fait. Voilà, c'est ça. On est vraiment tous inégaux parce qu'on n'a pas le même parcours. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, Bordeaux, on a été voir Madame Legrand à Meaux, on a été à Necker, on a été à Cochin, on a été à Roscoff, on a été dans les différentes consultations. Non mais c'est ça. Non mais pourquoi? Parce qu'on répond en définitive à un manque sur le terrain, tout à fait. Non? Alors effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire avec le développement du réseau de cliniques du positionnement. Vous dites qu'on n'est pas égaux. On va passer à la diapo sur les cliniques du positionnement si vous voulez, parce que l'idée c'est de homogénéiser en fait cette activité-là sur tout le territoire, de faire en sorte que chaque département puisse avoir accès à une clinique du positionnement. Donc une clinique du positionnement, c'est les mains. Mettez pas en mode. Et juste avant de passer aux cliniques du positionnement, je voulais vous dire donc, que la verticalisation ne doit pas être douloureuse. Et après, on peut faire une espèce de semi-verticalisation. Voilà. Pas aller jusqu'au bout. Mais ça, il y a des services à l'AFM qui peuvent vous accompagner. On peut en parler plus tard, après. Vous avez abordé le problème du marchand de matériel. Il faut pas se tromper. Et bien voilà, c'est le bouche à oreille. Quand on va à la délégation, ben, chez qui tu vas, on fait tourner l'information comme ça en tant que parent. Nous, on va chez HMS parce que derrière, dans la boutique, il y a des gars qui réparent. Ils ne font pas que de la vente de matériel. Et, Oui, en fait, ça serait peut-être plus un commentaire, mais il y a quand même une question attachée à ça. Donc, moi, en tant qu'administrateur, je participe à une commission qui s'appelle la CAI, Commission pour les aides individualisées, que vous êtes amené à solliciter quand il y a des restes à charge. Et ce qu'on observe au sein de cette CAI, c'est que assez régulièrement, on a des demandes d'aide pour des Duchesnes de 10-12 ans
pour l'achat d'un fauteuil, mais qui n'est pas du tout verticalisateur, qui n'est pas du tout multiposition. Donc, je crois qu'il y a un gros travail à faire auprès des consultations, auprès des ergos, pour leur dire, quand vous prescrivez un fauteuil électrique à un Duchenne qui est encore jeune, qui vient de perdre la marche, il faut un fauteuil verticalisateur, il faut qu'il puisse se verticaliser. L'espèce humaine a acquis la station debout depuis 3 millions d'années. Ce n'est pas sans raison. Et donc, il y a eu des adaptations très importantes qui ont été faites et il faut qu'on préserve vraiment cette fonction. Faut dire aussi que les enfants qui, par manque de chance, sont placés en institution, dépendent entièrement du choix de l'institution pour le fauteuil. Et les institutions ont quand même la douloureuse habitude de dire « c'est remboursé, c'est bon, on prend, on verra après ». Et on trouve, moi j'ai vu des Duchenne avec 20 ou 30 cm de mousse dans le dos parce qu'ils n'arrivaient plus à se positionner, des choses innommables. Parce qu'au départ, on prend la position de dire « Ah, il est remboursé par la Sécu, c'est bon, on y va ». Ben oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. On choisit le meilleur fauteuil pour sa pathologie et après, on voit comment on fait pour le payer. C'est plus long, c'est plus compliqué, mais c'est la vie de nos gamins qui est en jeu. Et il y a un gros travail à faire dans les institutions, qui prennent le pouvoir sur les parents et qui imposent des choix. Ça va même jusqu'à imposer des choix de fauteuil sans se poser la question. Il y a une voiture pour mettre le fauteuil. La maison, elle est compatible avec un fauteuil électrique. Et on voit les gamins qui sortent d'institutions en fauteuil manuel le week-end parce que les parents ne peuvent pas faire autrement. Là, ça pose quand même un gros problème. Kevin est d'accord avec vous, Madame Miclet. On m'a dit de vous le dire. Comment? Oui, oui, je crois. En parlant d'institution, mon fils est en IEM, Institut d'éducation motrice, et c'est pas eux qui choisissent le fauteuil. Alors là, hors de question. Donc c'est moi qui ai toujours choisi le fauteuil de mon fils. Pardon. Et ce que je voulais vous dire, alors effectivement, ce que nous a dit Monsieur Malater, c'est une vraie problématique. Après, ce qui peut être compliqué aussi lors de la perte de la marche, vous êtes les mieux placés pour nous le dire, c'est que psychologiquement, parfois, c'est plus compliqué aussi de partir sur un gros fauteuil. Les verticalisateurs, c'est des fauteuils qui sont assez encombrants, qui sont esthétiquement très visibles. Et donc, pour certaines familles, c'est un frein réel. Oui, mais par rapport aux petits fauteuils motorisés qu'on peut voir, il y a des parents qui ne veulent pas. Je suis d'accord avec vous. Il y a aussi le problème qu'on attend peut-être trop pour les mettre au fauteuil. Marche difficile d'un Duchenne, il y a la poussette et puis on peut trouver des fauteuils intermédiaires. Moi, j'ai eu le cas avec mon mari. Moi, je voulais qu'il ait un croisillon électrique dès 5 ans parce que la marche était compliquée. Et mon mari ne pouvait pas admettre que son fils soit dans ce type de fauteuil. Donc, on a pris ce qui existait à l'époque, qui n'existe plus, le Pony, qui était entre le fauteuil, qui était un scooter, un petit scooter, et que les gens prenaient pour un jouet. Et qui faisait moins handicapé que le croisillon, que le cruiser avec. Et après, bon, on a évolué et on a été précurseur dans certains fauteuils, mais au départ, faut peut-être envisager de prendre des petits trucs pour aider au déplacement avant d'envisager tout de suite le permo. Ouais. Alors, on me dit que le temps passe très vite.
Et donc, j'aimerais quand même vous parler des cliniques du positionnement et de la mobilité. Donc, c'est des consultations qui sont spécialisées sur le choix du fauteuil roulant et l'installation posturale. Elles sont constituées à minima d'un médecin de rééducation, donc un médecin MPR, un ergothérapeute. C'est vraiment le binôme qu'on va retrouver très fréquemment dans ces consultations, ces cliniques du positionnement. Alors, on dit clinique, pas dans le terme, c'est un établissement privé. C'est la façon de faire, de procéder, faire de la clinique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'examen de laboratoire, on n'utilise pas de scanner, de radio, etc. Et donc, il faut, dans ces cliniques du positionnement, le médecin et l'ergothérapeute sont formés spécifiquement à toutes les techniques d'évaluation du positionnement. Ils connaissent le matériel, ils ont du matériel, ils connaissent les dernières actualités, etc. Donc, ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'ils peuvent travailler de façon beaucoup plus efficace parce que déjà, ils sont ensemble. Ça évite d'aller voir une première fois le médecin, puis ensuite l'ergo, puis ensuite leur vendeur, puis ensuite de revenir vers le médecin quand on change de stratégie, etc. Donc là, au moins, tout le monde est formé, tout le monde est outillé et tout le monde réfléchit en même temps. D'accord. Ah bah oui, oui. Oui. Ce que dit Monsieur Cadio, c'est que c'est pas toujours simple de négocier avec les institutions, que parfois il y a des tempéraments très forts chez les professionnels et voilà, il faut aller au front, quoi, en gros. Il y a un gros souci d'acteur de la santé, c'est-à-dire en ergothérapeute. Moi, je vois, vous voyez mon fils. Les ergothérapeutes changent très souvent. Et bien souvent, ce sont des jeunes qui sortent de l'école, elles n'ont aucune expérience. Et malheureusement, il faut faire avec. Et bien souvent, j'ai envie de prendre leur place, quoi. J'ai envie, non, c'est pas comme ça pour mon fils. C'est pas bon. Non, entre la théorie et le terrain, c'est complètement différent. Et il y a aussi autre chose, c'est que dans les Duchenne, ils ont les équins au niveau des pieds. Ils ont des attelles normalement nocturnes. Moi, mon fils n'a jamais supporté, donc on lui met le soir quelques heures. Il a été opéré des pieds. Et à chaque attelle qu'on lui refait quand il a grandi, ben, c'est fait aussi par des gens qui sont presque incompétents. Donc la dernière fois que je suis allé au centre, qu'on a fait les attelles, j'avais envie de dire à la gamine qui sortait de l'école aussi, elle était stagiaire, donnez-moi ça, je vais lui faire moi. Non mais c'est vrai, parce qu'on plâtre le pied dans une position, il faut que le pied soit dans la position qu'on souhaite, pas le pied tordu, parce que si on le bande le pied tordu quand on fait l'attelle tordue, comme c'est actuellement le cas, ça sert à rien. Après, c'est des situations personnelles qui sont compliquées à évaluer comme ça à distance, ouais. Oui, ah bah oui, oui, complètement, oui. Ok. Les bons professionnels. Donc, Kevin témoigne. Oh, merci. Donc, Kevin témoigne qu'il est en institution et que jamais on lui a conseillé et parlé des consultations de clinique CPM. Alors, ça fait la première clinique du positionnement en France, c'est 2005 au CHU de Toulouse. Actuellement, il y en a une petite cinquantaine en France. Mais attendez, le réseau n'est pas homogène, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui pourraient en parler ici. Dans le centre de la France, il n'y a pas grand-chose. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc voilà. Une clinique du positionnement à la mobilité. Alors après, nous, ce qu'on leur a demandé quand on a fait l'enquête... Ah oui, dans le sud. Celle-là, on l'a mis. Effectivement. Bon, je suis de l'Île-de-France, moi. Alors, le sud... Vas-y, mets la carte. Ouais, voilà. Donc, voilà à peu près l'état du réseau actuellement des cliniques du positionnement. Donc, il y en a une petite cinquantaine. Voilà. On ne peut pas, je crois. Mais par contre, alors, si vous êtes aux Journées des familles, on a un stand sur le positionnement en fauteuil roulant avec toutes les adresses des cliniques du positionnement. Donc, venez nous voir. Et alors, là, le PowerPoint, la vidéo sera disponible sur le site de la FM Téléthon d'ici quelques jours. Non, parce que ça me...
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y en a principalement en région parisienne, en Bretagne, dans le nord de la France, et puis Rhône-Alpes et le sud. Après, il y en a qui restent aussi, même s'il y en a pas mal dans certaines régions, il y en a qui restent... Malheureusement, si on doit accepter le tout venant, qui reste spécialisé dans certaines populations, donc parfois il y en a qui sont plus spécialisés en pédiatrie et d'autres en adultes. Donc malheureusement, quand on est adulte et que c'est la CPM pédiatrique qui est à côté de chez soi, ça peut être compliqué. Et inversement, il y en a qui sont plus spécialisés aussi, par exemple, dans le neuromusculaire ou blessés médulaires. Voilà. Mais en tous les cas, ça fait donc une douzaine d'années qu'on travaille sur le développement de ces cliniques du positionnement en France. Et ben, on en parle aujourd'hui. Ah oui, ouais. Oui, avec le docteur Milde Bovis et puis Marjorie Sawadogo, l'ergothérapeute. Ah oui. Oui, ok. D'accord. D'accord. Bon, maintenant, il y a des nouvelles techniques au niveau du positionnement qu'il faut qu'on arrive à démocratiser. Enfin, ouais, bah oui. Mais il y a des choses à faire. Oui. Est-ce que tu peux revenir à la diapo d'avant? Voilà, et donc pour vous dire aussi que les cliniques du positionnement, vu que ce sont des équipes qui sont spécialisées, c'est du second recours. C'est-à-dire que c'est des équipes qui vont venir accompagner non seulement la personne qui utilise le fauteuil, mais aussi l'ergothérapeute de proximité, le médecin de proximité. Donc en fait, on est amené à réfléchir tous ensemble, puisque la clinique du positionnement, en général, va faire le bilan, des propositions, mais ensuite le suivi, c'est l'équipe de proximité qui va s'en charger. Donc en fait, c'est vraiment une équipe qu'on va solliciter pour une problématique spécifique sur le fauteuil roulant, comme on irait solliciter un spécialiste en fait, en gros. Et ben voilà ce que je voulais vous dire donc sur les cliniques du positionnement. Est-ce qu'on a le temps de refaire une autre image ou pas? Ouais. Ok. Et ben je veux... Oui. La question. Effectivement, j'entends bien que c'est donc à un moment donné une expertise, une demande d'expertise. Et moi, je trouve pas simple, donc je suis référent parcours de santé, je trouve pas simple quand l'initiative de cette expertise ne part pas spontanément du centre de référence. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a une clinique du positionnement qui est en partenariat, ou voire même qu'un des médecins, enfin, c'est du coup très simple, très fluide, mais dans bon nombre de régions, eh ben, c'est pas le cas. Voilà. Donc je trouve ça quand même très compliqué. Et moi, je me pose la question de comment on peut fluidifier de façon à ce que soit les parents, soit nous, on ne soit pas toujours dans le rôle, d'un rôle qu'on ne devrait pas. Voilà. Alors effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois que l'équipe de proximité en fait ne souhaite pas travailler avec la clinique du positionnement. Et là, du coup, j'avoue que c'est très compliqué. Alors, pour certaines situations, en fait, la personne a carrément changé de médecin MPR. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a d'autres qui ils ont profité d'un déménagement, en fait, attendre 1 ou 2 ans. Et du coup, suite à ce déménagement-là, pouvoir travailler avec une clinique du positionnement dans une autre région. Mais bon, c'est problématique. Hein. Enfin, c'est vraiment... Mais Ah oui, de sensibilisation, d'information complètement. Alors là, c'est uniquement si en fait le service régional nous accompagne. Parce que voilà, le travail de réseau se fait aussi avec eux. Nous, on peut le faire aussi, bien évidemment. Hein. Mais tous ensemble, c'est mieux quand même. Après, c'est compliqué. Mais nous, en tous les cas, de notre côté, côté professionnel de santé, on a créé une association Positif qui s'appelle Positif, qui a un site internet que vous pouvez retrouver donc du coup en ligne. C'est une association composée de médecins MPR, d'ergothérapeutes, d'orthoprothésistes, de kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et en fait, cette association fonctionne comme une société savante.
Et donc, on organise tous les 2 ans un congrès sur le positionnement en fauteuil roulant. On commence, par exemple, là, le dernier, donc le 3e, avait lieu le mois dernier. On avait 350 personnes qui sont venues de toute la France. Et l'idée, justement, c'est d'informer sur les bienfaits du positionnement, où en est la recherche sur le positionnement, qu'est-ce que ça peut apporter aux différents usagers de fauteuils roulants, comment on peut travailler ensemble, comment se construisent les réseaux, etc. Donc, c'est via ce biais-là, nous privilégiés, qu'on arrive sur du global, on va dire, à distiller les informations et à informer. Ah, il reste 5 minutes. OK. Mais sinon, pour des situations spécifiques, par contre, vous pouvez m'interpeller et on peut travailler ensemble en région. Oui. Donc Olivier Grosel du Aura, en Alpes, et je pense que ce travail de fond, effectivement, il peut se faire avec le service régional, en organisant des événements qui vont venir interpeller les réseaux professionnels, dans le but de créer une CPM, mais en même temps, on les sensibilise à l'importance du positionnement, à la formation qui est nécessaire, et c'est ce qu'on a fait avec Élise, avec Christophe qui est là présent aussi, parce qu'on s'est entouré. On a fait une journée positionnement, on a réuni 200 professionnels de santé quand même, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ce travail de fond, effectivement, on n'a pas de CPM à Clermont-Ferrand, par exemple, n'empêche que le positionnement se fait, et c'est une préoccupation par les réseaux. Après, on ira vers une CPM un jour ou l'autre, mais bon, ça passe par là. Ce serait bien aussi qu'on soit informé de ces journées quand elles ont lieu. Parce que moi, j'ai pas été au courant d'une journée de... D'accord. D'accord. Non, mais la journée que vous avez dit, vous avez réuni... Ah, d'accord, ok. Par contre, ça nous est déjà arrivé avec les délégations d'organiser des journées aussi en région, mais pas dans le sud. Là, on est en train de... J'ai été sollicitée justement, mais je ne sais plus dans quelle région, pour organiser... mais ici, si vous souhaitez organiser ce type de région-là, ce type de journée-là, pardon, avec la délégation, par exemple, avec le service régional, si vous voulez dynamiser un petit peu la thématique dans la région. Oui, bon, donc je suis Christophe, je suis ergothérapeute justement à Clermont, une zone où il n'y a pas de clinique de positionnement de façon, on va dire, officielle. Mais je pense que, pour revenir sur ce que disait Élise, sur des congrès comme celui de Positif, il y a de plus en plus d'ergothérapeutes qui sont sensibilisés à cette question de l'installation, du positionnement au fauteuil. Et du coup, il y a une volonté réelle de se former. Bon, voilà, faut laisser le temps, ça infuse, mais les choses se font progressivement et il n'y a pas forcément tout le temps des consultations qui sont créées, mais avec beaucoup de structures qui font du positionnement et qui travaillent en lien, bien sûr, avec Positif et avec avec les services régionaux de l'AFM et d'autres structures, quoi. C'est vrai, ce qu'il faut savoir, les cliniques du positionnement, ça tient beaucoup à des personnes aussi, des personnes qui s'intéressent à ce domaine-là, qui sont passionnées, et c'est très peu valorisé comme activité. Donc du coup, c'est pas forcément les médecins ou les équipes dirigeantes qui vont se dire on va créer ce type d'activité-là. Ça va partir en fait de la base, entre guillemets, d'un ergo, d'un kiné ou d'une équipe qui est vraiment sensibilisée à cette problématique et qui se dit bon voilà, ça existe, ça a l'air de bien fonctionner, c'est bien structuré, on peut apporter vraiment des chouettes choses en fait. Et donc du coup on va se lancer dans un projet et en fait ils partent à la chasse de budget, ils partent à la chasse de locaux, ils partent à la chasse de plein de choses et c'est comme ça que se construisent en fait les cliniques du positionnement. Donc ça met un peu de temps et du coup aussi c'est via Positif qu'on commence à travailler sur la valorisation de cette activité-là aussi. Comment parce que voilà, ça rapporte quasiment rien en fait aux hôpitaux de faire du positionnement en fauteuil. Donc du coup c'est pas une stratégie prioritaire entre guillemets. Si je caricature aussi. Alors, qui est-ce qui veut conclure? Parce que, est-ce que ça intéresse? Allez, Monsieur Cadio. Je vais conclure parce que je veux que vous profitiez de l'expérience qu'on a menée grâce à l'AFM,
Il y avait Jean-Claude Cunin, il y avait, je redonne quelques noms, Christine Béon, Martine Legrand, ça c'était mes piliers. Hein. Ils m'ont permis d'avancer dans le fauteuil. Alors, le fauteuil, je rejoins, le fauteuil, il faut qu'il arrive avant l'arrêt de la marche. Conseil de l'AFM. Il est arrivé avant, et il jouait dans la cour avec ses copains avec son fauteuil. Petit à petit, comme il tombait, il est passé de plus en plus dans le fauteuil, puis après, il a gardé le fauteuil pour ne pas se faire bousculer. Ça, c'était, je pense, que le passage obligé. Puis après, il y a les conseils qui sont donnés, qui m'ont été donnés. Et aujourd'hui, en définitive, on est en train de parler de quelque chose qui devrait, normalement, on devrait avoir tous les jeunes, tous les gamins qui sont jeunes, qui marchent encore, ils devraient être ici pour connaître un petit peu la démarche qu'ils doivent avoir tout au long de leur vie. Voilà. Si on ne veut pas de télénotomie, obligatoirement, il faut avoir des attelles de nuit, mais des vrais attelles de nuit. Des vrais, pas dans un plâtre, parce que moi j'en ai 1, 2, 3, avec des trous dedans. Enfin, on a tout vu. Et un jour, je suis tombé sur un monsieur Sudre. Eh bien, il nous a fait une attelle de nuit avec des ressorts qui faisaient un vrai travail sur la cheville. C'était que des bottes, d'accord. On les mettait la nuit. Et puis, la journée, on était sur des Perrinstein. Alors, tiens, Julien, tu viens, tu montres à tout le monde. Hop. Là, tu tournes en travers par rapport à la caméra, s'il te plaît. Les deux barres qui passent de chaque côté en définitive de la cheville, ça passe de chaque côté dans la semelle de la chaussure, et il y a une sangle. Il y a une sangle qui ramène en définitive la cheville vers l'intérieur. Et il y a un réglage qui est sur le côté pour régler en définitive le 90 degrés. Voilà, on est en train de les faire refaire. Alors celle-ci, elle date, hein, il avait 10 ans, hein, donc on les refait aujourd'hui. Alors, chose marrante, on a amené les attelles de nuit. Mais la personne, vous m'intéressez. Elle nous a récupéré, on n'en fera rien. Elle nous a récupéré les attelles de nuit parce que ça lui permet, elle, d'avoir un outil de travail. Parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont oubliées dans les professionnels. Voilà. Alors ça, c'est important. Mais ça, c'est avant les déformations. Avant les déformations. Et c'est ça, le problème, c'est ça. C'est fini. Après, alors c'est ça. Après, c'est une question de... Alors justement. Alors, justement, je vous ai parlé de Madame Legrand. Quand elle prend quelqu'un en face, alors, vous les parents, vous taisez. Tac, je parle à lui. Elle lui a parlé. Julien, il y avait des rétractions quand on l'a mis dans son fauteuil. C'était les chaînes de fusil. Si tu veux, c'est sur l'opération, mais ça ne change rien. Elle lui a dit l'opération, il faudra recommencer dans quelques temps. Ça va toujours rétracter. Il faut de la kiné et il faut bien sûr maintenir les articulations. Quand il a eu compris ça, c'est lui qui doit comprendre, c'est pas nous. Je le mettais donc sur une table avec des contrepoids et au bout d'un an, on a tout rattrapé. On n'a pas eu besoin d'opérer. Et après, on a continué avec le fauteuil sur ses conseils. Alors après, bien sûr, il n'est pas. Alors, voilà, il n'est pas en institution. Alors, bien respecter cet axe-là. La rotation, il faut la respecter impérativement. Cet axe-là, combien dans la salle ont des fauteuils qui ont un dossier, qui a une rotation en face de la hanche? Pas déportés, ils sont tous déportés. Il n'y a pas un constructeur qui veut se jeter là-dedans. Alors bien sûr, on lui a fait un dossier qui prend en compte. Si par exemple je veux faire un désencombrement, il me faut un dossier moulé. Donc j'ai pris un autre professionnel pour me faire un dossier moulé. Quand je le désencombre, en 2-3 mouvements, ça remonte et j'aspire. Faut dire qu'il faut qu'il se mette debout, il faut qu'il puisse allonger. Si tu veux t'allonger, montrer un petit peu. Et ça, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard. C'est les enfants. Voilà. Merci pour cette conclusion. Il y a une autre partie de conclusion. Isabelle, j'espère que le positionnement... En bas. Je pense que le positionnement est du cas par cas. L'important, c'est de dialoguer avec son MPR et d'évoquer chaque problématique
qu'on le rencontre et ne pas hésiter à demander sur les risques de déformation à venir. Et l'important est aussi le bien-être de la personne malade, la qualité de vie prime. Alors effectivement, c'est du cas par cas, mais on a quand même des repères. Hein. Il y a de la, enfin, voilà. On a des guides qui nous permettent de pouvoir répondre quand même de façon globale. Bref. Eh ben, merci beaucoup à tous et puis bonne suite de journée.